paisible gentleman farmer canadien, Semi-Skim, va se retrouver entraîné malgré ses réticences dans la périlleuse aventure de la ruée vers l'or. Semi-Skim est un sympathique franco-canadien qui vit à la belle saison sur sa propriété non loin de Montréal, sans souci, sans ambition, de cette existence enviable du gentleman farmer. Sa fortune, sans être considérable, lui permettait de satisfaire ses goûts peu dispendieux, tels la pêche et la chasse qu'il pratiquait avec passion. De sa famille, il ne lui restait qu'un cousin, l'ingénieur Ben Radel, avec qui il partage sa maison. Le 18 mars de cette année-là, l'antépénultième année du 19e siècle, comme l'écrit Jules Verne, Semi-Skim et Ben Radel apprennent d'un notaire qu'ils sont les héritiers d'un oncle lointain qui était allé chercher fortune dans différentes parties du monde sans jamais la trouver. L'héritage ? La possession d'une concession minière, le claim numéro 129, situé sur le 40 Miles Creek, dans le Klondike, une région située à l'extrémité nord du Canada et qui fait alors la une de la presse du monde entier. Depuis 1896, la découverte d'un filon d'or entraîne en effet dans cette partie isolée du monde une incroyable ruée vers l'or. Pour Semi-Skim, la question de vendre le plus rapidement ce claim est évidente. Mais cette démarche l'est beaucoup moins pour son cousin Ben Radel. Il y a lieu de noter que les deux cousins, très unis d'ailleurs, n'avaient ni les mêmes goûts, ni les mêmes tempéraments. Avant toute décision, Ben Radel veut se renseigner, étudier tous les documents en possession du notaire. Le désir d'aller sur place pour constater la valeur réelle de cette concession est plus forte que tout. Semi-Skim en était affligé. « Voyons, ne sommes-nous pas assez riches ?» réplique-t-il à son cousin. « On ne l'est jamais assez quand on peut l'être davantage », répond Ben Radel. Que Ben Radel fût un homme sérieux, intelligent, pratique, cela ne pouvait être mis en doute par Semi-Skim. Mais il n'en était pas moins inquiet de voir avec quelle ardeur son cousin se jetait sur cette proie si inopinément offerte à son ambition. Mais il n'était pas question non plus de le laisser partir seul pour le Klondike. Il l'accompagnerait, ne fût-ce que pour l'en ramener au plus vite. « Ben, mon cher Ben, reprit Semi-Skim, tu me fais peur. Tu veux t'embarquer là dans une affaire où tu ne trouveras que peine et désillusion. C'est un voyage bien pénible que vont devoir effectuer les deux cousins en rejoignant tout d'abord Vancouver, en Colombie-Britannique, d'où, comme des milliers d'autres émigrants chercheurs d'or, ils remonteront vers les terres du Klondike. Au moment d'embarquer sur le navire dans le port de Vancouver, un passager brutal et au regard dur, suivi d'un compagnon, se démène furieusement pour être le premier sur le pont, repoussant, insultant ses voisins. « C'est ce damné de Hunter !» fait remarquer l'un des passagers à Semi-Skim. Ce Hunter est l'un de ces aventuriers chercheurs d'or, propriétaire d'un claim sur le 40 Miles Creek, le claim numéro 127, c'est-à-dire voisin du numéro 129, celui de nos deux héros. Assurément, fait remarquer Semi-Skim, il n'y avait pas lieu de se féliciter que la fréquentation d'un pareil homme leur fût imposée. À bord du navire, la plupart des gens qui ne pouvaient se payer le prix d'une cabine étaient entassés sur le pont. Tout ce périple pour rejoindre le Klondike est une litanie de souffrances pour des pauvres gens, souvent en famille, qui partent dans cette ruée vers l'or, appâtés par l'espoir de la fortune, mais qui n'allaient pour la plupart qu'offrir leurs bras pour des concessionnaires. Il va falloir passer des cols de montagne, traverser des lacs par un temps glacial. Sur les chemins, une foule grouillante et tumultueuse avançait. Des véhicules de toutes sortes étaient rejetés sur les côtés. Des disputes et rixes opposaient ces aventuriers au milieu de rafales et de tourbillons de neige.
il n'était pas rare de voir des cadavres de quelques pauvres émigrants tués par le froid et la fatigue. Enfin, après 2 mois de route, nos 2 cousins arrivent à Dawson City, la capitale du Klondike. Une agglomération de cabanes, de tentes, une sorte de camp dressé à la surface d'un marais, des rues boueuses, des chiens qui hurlent jour et nuit. Les décès y étaient nombreux et les rues livraient passage à des corbillards conduisant au cimetière tant de malheureux qu'attendait la tombe banale, creusée dans les entrailles de ce sol aurifère. Et pourtant, en dépit de ce lamentable spectacle, les mineurs de passage ne cessaient de s'abandonner à des plaisirs excessifs, dans les casinos et salles de jeu, avides d'émotions continues. C'était un spectacle triste, affligeant, où se montrent les plus déplorables vices de la nature humaine, et le peu qu'observa ce Miskim ne put qu'accroître son dégoût pour ce monde d'aventuriers. Quant à la vente de leurs concessions minières, une circonstance inattendue que je vous laisse découvrir par vous-même oblige à la repousser de plusieurs semaines au moins. Lorsque Ben Radel découvre le Klem dont ils héritent, ils ne résistent pas à la tentation de l'exploiter durant le temps de leur séjour, au grand désespoir de Summy. Décidément, se disait-il, Ben n'a point échappé à l'épidémie régnante. Et fasse Dieu que je ne sois pas prise à mon tour. Ben Radel, avec son tempérament enthousiaste, s'active avec passion, ne dédaignant pas se joindre à ses ouvriers pour laver la boue, déblayer les graviers et découvrir les parcelles d'or. « Eh bien, Skim, tu n'essayes pas ?»« Non, » répondait invariablement ce Miskim, « je ne me sens pas la vocation. » L'exploitation du Klem numéro 129 s'effectue toutefois avec pour voisinage celui du numéro 127. Ce dernier appartenant, on s'en souvient, à cet aventurier brutal croisé au moment de l'embarquement à Vancouver, le dénommé Hunter. Ces ouvriers recrues ne valaient guère mieux que le patron. Le risque d'un affrontement entre les ouvriers des 2 concessions devenait de plus en plus fort. Régulièrement des injures étaient lancées suivies de menaces. Un désastre très inattendu allait cependant tout bouleverser. Un tremblement de terre d'une grande violence va transformer la configuration du terrain, provoquant un détournement de la rivière et submergeant sous les eaux nombre de concessions, dont les numéros 127 et 129. De tous côtés éclataient des cris de désespoir et de douleur. On imagine aisément l'état d'esprit de Ben Radel et ce Miskim. C'était donc pour être les victimes de ce désastre que les 2 cousins n'avaient pas reculé devant un tel voyage au Klondike. Tous leurs efforts auraient été faits en pure perte. Le retour vers Montréal est donc programmé. Et c'est alors que Ben Radel entend parler, dans une circonstance que je vous laisse découvrir, d'un gisement d'or extraordinaire, un lieu où il n'y aurait pas à remuer la terre pour en tirer l'or, car c'est la terre elle-même qui le rejettera de ses entrailles. Oui, c'est une montagne d'or, un volcan d'or qui est révélé à Ben Radel. Mais pour accéder à ce volcan d'or, c'est une véritable expédition qu'il va falloir mettre en place pour atteindre les régions boréales extrêmes. « Et tu crois à ce volcan des 1001 nuits ?» demanda ce Miskim d'un ton assez ironique. « Des 1001 millions !» répondit Ben Radel, qui paraissait décidé à ne mettre aucune discussion sur ce point. Mais ce secret du volcan d'or, un autre personnage va bien malheureusement l'apprendre également. Ce terrible Hunter, qui après avoir survécu au tremblement de terre ayant ravagé sa concession, s'était retrouvé en prison pour quelques mois suite à des faits de violence. Et c'est là qu'il va rencontrer un Indien à la physionomie farouche qui va lui révéler l'existence d'un extraordinaire gisement d'or, sans toutefois trop en dire. Cet Indien cruel, du nom de Krasak, était lui emprisonné pour plusieurs années. En excitant les convoitises de Hunter,
L'Indien Krasak avait pour but de favoriser une évasion que seul Hunter et ses hommes pouvaient alors lui offrir. Vous l'avez deviné, c'est vers le volcan d'or que va être entraîné Hunter, cet aventurier sans foi ni loi avec toute sa bande. Quant à Ben Radl, je vous laisse imaginer la surexcitation dans laquelle il se trouve au fur et à mesure de l'avancée de leur caravane vers le volcan d'or, sous l'œil dubitatif de Sumiskim qui commençait à se demander si son cousin n'allait pas devenir fou. Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même la suite et la fin de cette aventure extraordinaire dans laquelle Jules Verne, avec une extrême ironie, exprime plus que jamais son profond mépris pour l'or. Il condamne ces personnages à être déçus dans leur attente de cette fortune qui leur échappera grâce aux caprices de la nature. Une dénonciation présente dès le premier roman 5 semaines en ballon et que l'on retrouvera de nouveau bientôt dans un autre roman avec la chasse aux météores. Peut-être aurez-vous remarqué au fil des illustrations extraites de ce roman des personnages féminins qui pourtant n'apparaissent à aucun moment dans ma narration. C'est que le récit que je viens de vous proposer, comme toujours dans cette saga, a été fait à partir du texte original de Jules Verne. Or, ce roman, écrit à la toute fin du 19e siècle, ne sera publié qu'en 1906, soit 1 an après la mort de son auteur, avec de nombreuses transformations faites par Michel, le fils de Jules Verne. Afin de mettre probablement un peu plus de piquant dans cette aventure, Michel y ajoutera, peut-être sous la pression de l'éditeur, 2 charmantes jeunes cousines parties faire elles aussi de la prospection d'or. Et tout cela se terminera par un double mariage avec Sumiskim et Ben Radl. Une fin d'aventure ainsi bien différente dans laquelle nos 2 héros se seront aussi considérablement enrichis, là où Jules Verne, avec une extrême ironie, exprime plus que jamais son profond mépris pour l'or.